Salut, salut, c'est Mes Petits Lus. Mes Petits Lus, c'est le podcast du blog Écrire de la fiction. Bienvenue. Dans Mes Petits Lus, nous parlons de lecture, d'écriture, de littérature. Allez, en voiture. Aujourd'hui, nous allons lire Olivier Rogez avec La langue des oiseaux. Aujourd'hui, je vais vous parler de La langue des oiseaux, des noms des personnages, d'Olivier Rogez et de son second roman magnifique, Les hommes incertains. Aujourd'hui, je vais vous parler de Yuri. Vous souvenez-vous du sergent Dida ? Si vous avez suivi mes premiers podcasts maladroits, vous vous souvenez peut-être de la voix d'Olivier Rogez lisant un extrait de son roman L'ivresse du sergent Dida et de mon article qui l'accompagnait. Pour mémoire, L'ivresse a reçu le Grand Prix de la Société des gens de lettres du premier roman 2017 et à ce titre, il s'est retrouvé sur la table des nouveautés de ma médiathèque préférée quelques 2 ans plus tard où je l'ai rencontré. Laquelle médiathèque est depuis fermée au public pour des raisons que vous connaissez tous. Il paraît qu'on n'a pas le choix. La tragédie n'est pas toujours où on pense la trouver, mais c'est un autre sujet. Les hommes incertains d'un certain Olivier Rogez. Aujourd'hui donc parlons un peu de Yuri Stepanovitch Nesterov, personnage principal des Hommes incertains, second roman d'Olivier Rogez. Olivier aime les révolutions, ou en tout cas il aime concilier roman et bouleversement politique. Il n'est pas le seul, me direz-vous. Soit. Les Hommes se déroulent à Moscou en 1989, en pleine perestroïka, juste avant la destruction du mur de Berlin, et raconte les jeux de pouvoir et les manœuvres auxquels se livre le dit Yuri, haut fonctionnaire du KGB, pour parvenir à ses fins. Changer le monde sans renoncer au costume Armani. Qui est-il ce Yuri ? Yuri est brillant, à tous égards. Progressiste, égaré par choix au sein d'un pouvoir calcifié vestige d'une époque en voie de révolution, il navigue à vue entre politique, espions, hommes d'affaires et mafieux et joue un jeu dangereux, ne reculant devant aucune trahison. Il doit aussi prendre le temps de s'occuper de sa famille et de ses amours. Rogez nous fait entrer dans ses pensées les plus intimes et ses ressentis les plus profonds. Les Hommes n'est pas un roman d'action, bien qu'il n'en soit pas dépourvu, loin de là. Tous ces petits bonheurs de lecture. Une kyrielle de personnages hauts en couleur, plus ou moins secondaires et parfaitement maîtrisés, habite l'Union soviétique de Rogez qui nous peint avec bonheur ce qu'il connaît bien. Un frère, un neveu, une petite amie, une voyante, un mystérieux tsareste, un chauffeur de taxi, une vieille dame, des fonctionnaires, des artistes, des hommes de main et des hommes de paille, la vodka. Et surtout, Moscou, ville éternelle, et les Grégores menaçants d'un régime totalitaire à l'agonie, long hiver qui tente de survivre malgré les premiers bourgeons du printemps. Rogez connaît son affaire et s'en donne à cœur joie. Impossible de ne pas plonger dans son univers. Nous sommes à Moscou sans aucun doute et nous éprouvons la nostalgie de la Russie éternelle et de tout ce qu'elle a de magique et de terrifiant à la fois. Olivier Rogez ? Un Nobel en gestation ? Le portrait du peuple russe brossé par Rogez déclenche notre tendresse et notre admiration. Les descriptions qu'il fait de la ville, où presque toute l'action se déroule, et de ses habitants, révèlent une plume maîtrisée et poétique au service d'une âme sensible. Le choix de la narration au présent et la conduite de l'intrigue jusqu'à la surprise finale, terme logique mais non attendu avec lequel nous cheminons encore après avoir refermé le livre, en font un bien meilleur roman encore que L'ivresse du sergent Dida, pourtant distingué par un prix prestigieux. En clair, je vous conseille fortement la lecture des Hommes, ne serait-ce que pour que vous me disiez s'il vous est sympathique ce Yuri ou si vous le méprisez. Pour ma part, j'ai tranché. Mais ce ne fut pas évident dès les premières pages. Je ne vous dirai rien de plus à ce sujet, teaser oblige. Et la langue des oiseaux, me direz-vous ? J'y viens. Au fil de ma lecture, j'ai été interpellé par un aspect de Yuri qui ne touche que moi seul, du moins de cette façon. Il s'agit de son nom et de la façon dont il résonne dans mon inconscient de lectrice occidentale. Ayant aussi pondu un article « Comment choisir le nom de vos héros ?» donnant des exemples tirés de romans célèbres, à l'époque où je cherchais comment nommer les personnages de ma propre fiction, je suis sensibilisé à ce que véhicule le langage des oiseaux.
La langue des oiseaux, qu'est-ce que c'est? Le langage des oiseaux, c'est le sens caché des mots. D'après le site spécialisé languedesoiseaux.fr, la langue des oiseaux est l'étude des sens cachés des mots. Elle permet de saisir et comprendre les sens profonds d'un mot, d'une identité, d'une pathologie, d'un concept. Personne ne sait exactement pourquoi elle est appelée langue des oiseaux, ni vraiment d'où elle vient. Plusieurs hypothèses ont été avancées, mais aucune n'est avérée. Certains voyaient en l'oiseau un trait d'union entre le ciel et la terre. Il pouvait donc être considéré comme un messager divin venant chanter des chansons dont les paroles échappent aux humains. D'autres pensaient qu'à l'origine, cette langue s'appelait la langue des oisons, et qu'elle avait été créée par une confrérie secrète liée aux bâtisseurs de cathédrales afin de crypter des connaissances. Si nous ne connaissons pas son origine de manière certaine, nous savons que c'est un système qui a été utilisé par les mystiques, comme les soufis, les alchimistes et d'autres, pour crypter des textes et les rendre hermétiques au commun des mortels. Cette langue a également été utilisée par des auteurs pour masquer la dimension ésotérique de certaines œuvres, ou plus pragmatiquement par les commerçants pour créer leurs enseignes ou les noms de leurs commerces. La langue des oiseaux est l'alchimie. Un autre grand spécialiste de la langue des oiseaux est Patrick Buren-Sténas, poète, chercheur et alchimiste opératif de son état. Si vous ne l'avez jamais entendu décortiquer une souris verte, je vous recommande cette courte vidéo qui vous plongera dans un autre monde et changera le cours de votre journée en vous immergeant dans la joie ou dans l'hébétude, au choix. Au-delà de la dimension ésotérique, la langue des oiseaux me permet bien souvent de déchiffrer ce qui se trame dans mon inconscient à l'insu de mon plein gré, comme dirait l'autre. Youri Stepanovitch Nesterov a l'épreuve de la langue des oiseaux. Je vous explique comment ça s'est passé. Dans mon esprit, tout le temps qu'a duré ma lecture des hommes, le personnage s'est appelé Youri Nesterov. Le Stepanovitch, fils de Stéphane, je l'ai évacué tout de suite. Je n'arrêtais pas de revenir à ce nom, mais je ne savais pas pourquoi. Puis je l'ai examiné au travers du filtre de la langue des oiseaux, et j'ai compris. Suivez-moi, n'ayez pas peur, ça va être un peu plus olé olé, mais pas longtemps, c'est promis. Tout d'abord, qu'est-ce que j'entends dans Youri, avec la langue des oiseaux? Un prénom célèbre dans le monde entier depuis Gagarine, premier homme dans l'espace. Lorsqu'on me dit Youri, je pense à Gagarine, à un précurseur, à l'inconnu, au danger, à la première fois. J'entends aussi you ris, c'est-à-dire tu ris. La langue des oiseaux se moque de savoir si vous parlez anglais ou français. Écoutez d'urgence la vidéo de Buren-Sténas si vous l'avez remise à plus tard et si quelque chose vous échappe ici. Enfin, en français, le mot le plus proche de Youri est youpi. Que du positif, donc. Qu'est-ce que j'entends dans Nesterov, avec la langue des oiseaux? J'entends nest, nid en anglais, héros, pas besoin de commentaires, of, œuf. Pourquoi pas, puisque nous avons déjà le nid? Si je résume tout ça, le message inconscient que m'envoie à son insu Olivier Rogez en nommant son héros Youri Nesterov pourrait se résumer en quelques mots. Naissance d'un héros joyeux, un autre monde couve, rire du danger. Voyez-vous comment ça marche? Ce qu'en dit Rogez lui-même. Redevenant sérieuse un instant, je me suis tournée vers l'auteur lui-même afin qu'il m'explique comment il avait fait son choix. Voici en intégralité sa réponse. Je suis ravi de répondre à vos questions et merci de faire vivre encore les hommes incertains, c'est pour moi très important. En ce qui concerne Youri Nesterov, deux choses. D'abord, c'est le nom d'un ami russe, mais je l'ai aussi choisi car c'est un nom dérivé du grec Nestor, héros de la guerre de Troie, qui était réputé le plus sage des héros et ses conseils étaient écoutés. C'est un héros grec qui a eu aussi une enfance difficile. Héraclès, Hercule, ayant massacré sa famille. Voilà ce que j'ai trouvé en cherchant une identité à ce nom. Quant au prénom, Youri, il est assez commun, là aussi dérivé du grec, Géorgie. Mais je l'ai choisi car ce prénom me rappelle le prince Riourik, l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire russe.
Premier prince de Novgorod, il est considéré comme l'un de ceux qui ont façonné la Russie en unifiant plusieurs petits royaumes. Riourik est un héros pour les Russes dans le sens grec du terme. Et j'aimais bien l'idée que la sonorité de Youri se rapproche de celle de Riourik. Alors, je tiens quand même à préciser que le choix de Youri Nesterov s'est fait dans un premier temps sans que j'en cherche le sens. Mais après quelques semaines en sa compagnie, je me suis penché sur ses aspects symboliques en faisant des recherches, et je trouvais que cela correspondait bien à mon personnage, du moins aux différentes dimensions que je voulais lui donner. Je suis d'emblée parti avec ce nom, ce qui n'est pas toujours le cas. Certains de mes personnages peuvent changer de nom en cours d'écriture, ce qui ne fut pas le cas pour Monsieur Nesterov. Fin de citation. Voilà qui nous éclaire, n'est-ce pas? Vous avez bien noté que ce nom s'est imposé de lui-même et que la question du sens est venue ensuite. On pourrait extrapoler longtemps, par exemple se dire que les parents de Youri Gagarin, connaissant Riourik, avaient prénommé leur fils pour qu'il devienne un précurseur lui aussi, et ont réussi au-delà de toute espérance. Ce qui est absolument invérifiable. Mais doit-on absolument tout vérifier? Conclusion, en littérature, un nom n'est jamais anodin. Pour autant, ne perdez pas de temps à chercher le nom qui va bien. Il s'imposera de lui-même au fil de votre écriture. Il se peut ainsi que vous rédigiez 300 pages mettant en scène Clémentine ou Bernadette, et qu'un jour vous vous révéliez avec l'absolue certitude que votre héroïne se nomme en réalité Marie-Joséphine. Lorsque vous examinerez ça de près, vous en comprendrez encore un peu plus sur votre personnage et ce que votre inconscient vous envoie comme message pour vous aider à progresser en écriture. Je vous souhaite beaucoup de joie et de belles lectures, parmi lesquelles les livres d'Olivier Rogès que j'adore. Les livres, pas Olivier, je ne le connais pas. Pour ma part, je crois que je vais m'intéresser de très près aux éditions Le Passage. N'hésitez pas à visiter mon site en long, en large et en travers, c'est bon pour mon référencement. Je vais maintenant compléter cet article par la présentation de Youri en quelques pages par son papa Olivier Rogès, en espérant que cela vous donnera encore plus envie de le lire. Sur l'étoile dessinée en lame de parquet qui délimite le seuil du bureau, Youri fait claquer les talons de ses souliers italiens, il ajuste sa cravate, passe une main dans ses épaisses boucles brunes et pousse la porte de ce qui fut autrefois le bureau de Félix Dzerzhinsky, le fondateur de la Tchéka, ancêtre du KGB moderne. À l'intérieur, il hume l'atmosphère de cette pièce aux luxueuses boiseries qui ne sert plus que pour de discrets rendez-vous avec le chef. Il trouve l'odeur fétide, et sait mentalement d'autres adjectifs, moisi, putride, malsain, et s'en tient à fétide. Il referme la porte et s'installe derrière le long bureau massif. Il hésite un instant à attraper le lourd combiné téléphonique rempli de plomb, en songeant que les méthodes anciennes pour empêcher une ligne d'être surveillée ne manquaient pas d'ingéniosité. Puis il y renonce, se cale dans le fauteuil de cuir, tout en envoyant un regard de mépris au mur de droite, occupé par l'immense portrait de l'homme que l'on surnommait à son époque Félix de Fer. Il sort enfin de sa poche revolver un étui métallique, en extrait une cigarette américaine, l'allume à l'aide du gros briquet serti dans un bloc de quartz rose posé sur le bureau, et souffle une double bouffée d'autosatisfaction et de fumée. Après quelques instants, Youri Stepanovitch regarde la montre que lui a offerte Yulia, sa jeune et jolie maîtresse, ou plutôt son ex-maîtresse depuis qu'elle est partie en poste au Japon. Il calcule que dans moins de 3 minutes, le psychorigide Vladimir Kriouchkov, ce maniaque de la ponctualité, ce pur qui voudrait être dur mais qui n'est que brutal, poussera la porte à son tour et fera mine de s'offusquer de le voir, lui, Youri Stepanovitch Nesterov, prendre ainsi ses aises dans le fauteuil de l'illustre fondateur. Cette pensée l'amuse. Provoquer le puissant patron du KGB, le général 4 étoiles, le membre influent du Politburo, est une attitude que 100% de ses collègues jugeraient suicidaire, mais l'insolence est sa façon d'exhiber sa virilité et sa valeur. Qui ne craint point la mort ne craint point les menaces, écrivait Corneille, dramaturge que Youri Stepanovitch idolâtre et dont il lit et relit régulièrement les pièces en français. Il ressasse cet alexandrin et les suivants, tandis que Kriouchkov pousse la porte à son tour. Comme il s'y attendait, le chef du KGB prend un air de kolkhozienne effarouché
en le voyant la cigarette au bec, les pieds sur le maroquin du terrible Dzerzhinsky. Mais Kriouchkov ne dit rien. Il se contente d'un geste sec de la main, signifiant à l'iconoclaste qu'il doit poser ses fesses ailleurs. Youri Stepanovitch s'exécute, la provocation a ses limites, avec un acariâtre tel que Kriouchkov. Une fois debout, il se dirige d'un pas nonchalant vers la fenêtre. Ses yeux tombent sur la place de la Loubianka où trône l'effrayante statue de Dzerzhinsky, monument honni des moscovites, rappel obsédant de l'impossible contestation. Youri Stepanovitch n'aime pas ce que représente l'omniprésent Dzerzhinsky ni ce que le KGB est devenu au fil des années. Mais a-t-il le choix ? Il aime le pouvoir. Il doit même le reconnaître honnêtement, c'est pour cette seule raison qu'il est là, au cœur de cet État dans l'État, côtoyant les hommes les plus dangereux du pays, serrant des mains qui ont condamné d'un trait de plume des milliers d'hommes au camp ou à la relégation. Il est parmi eux, bien qu'il ne soit pas tout à fait comme eux, il fraye avec cette faune sauvage, sans s'y mêler totalement, gardant ses distances et ses pensées intimes. Il feint de se croire différent des autres afin de préserver le peu d'estime de soi qui lui reste et qui lui permet de tenir le coup. Si le fil se casse, il tombera. Alors, pour chasser ses pensées noires, de plus en plus envahissantes avec les années, il se réfugie dans l'hédonisme, tant il est vrai que le luxe est un rempart contre la rugosité du monde réel. Brillant étudiant, parlant couramment plusieurs langues, maîtrisant avec une égale facilité les mathématiques et la philosophie marxiste, il aurait pu, tout comme son frère jumeau, le physicien Dimitri Stepanovitch Nesterov, opter pour la voie universitaire et briguer très tôt une place à l'Académie des sciences. Mais avec son univers étriqué, l'Académie aurait-elle pu satisfaire son caractère ? Assouvir ses pulsions ? Youri Stepanovitch aime le pouvoir, ses intrigues, son théâtre, sa dramaturgie, ses jeux secrets, ses stratégies et ses pièges. Donner des coups, parer les attaques, braver le danger, voilà le rôle idéal que ce bretteur infatigable aime endosser. Il ruse, conseille, commande et intrigue, développant une souplesse de diplomate et un poignet d'assassin. Il sait aussi qu'il peut se retrouver du jour au lendemain dans un train en partance pour Magadan, à visiter l'archipel du Goulag sans billet de retour. Mais cela ne le paralyse pas, la peur ne l'a jamais empêché d'avancer. Marcher sur un fil au-dessus du précipice résume la condition du dirigeant soviétique. Tant que le frisson du danger l'emportera sur l'angoisse de tout perdre, Youri restera un esprit dominateur. En attendant cet inévitable jour où la peur percera l'armure de son courage, il préfère se dire qu'il vaut mieux brûler en enfer que tiédir au paradis. Youri se compare mentalement au monstre de Dzerzhinsky, avec qui il croit, non sans une certaine naïveté, partager certains traits de caractère. Dzerzhinsky devait lui aussi aimer le pouvoir au-delà du raisonnable, pense-t-il, tandis que ses yeux se détachent de l'imposante statue pour se poser sur le crâne dégarni de son supérieur. Kriouchkov n'aime pas le pouvoir, juge-t-il sans même se rendre compte de sa mauvaise foi. Il le sert avec la déférence des domestiques et le dégoût de l'écolier qui touche du doigt une grenouille visqueuse avant de la disséquer. Le pouvoir éveille en lui les notions de peur et d'obéissance. Il ne répand pas dans ses tripes la liqueur chaude et voluptueuse qui apaise les tourments intérieurs. Kriouchkov ne connaîtra jamais cette ivresse particulière. Il a trop peur de ses propres instincts. Voilà ce que pense Youri Stepanovitch de son supérieur, qu'il méprise avec l'arrogance de ses 40 ans et l'assurance de sa supériorité façonnée par les tumultes d'une carrière au cours de laquelle il a maintes fois risqué sa vie. Mais il doit interrompre le fil de ses pensées. Kriouchkov est là, juste à côté de lui, et il attend. Ce qui se joue à Moscou en cet automne 1989 est bien trop important pour que Youri Stepanovitch se laisse distraire par ses fantasmes. Voilà, mes petits lus, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.